Alors, Simone Veil est née, donc, je le disais, en 1909. Elle naît dans une famille juive, mais non pratiquante, d'un père alsacien et d'une mère russe. Et elle naît sœur cadette d'André Veil. André Veil, qui est un des plus grands mathématiciens du siècle, puisqu'il a fait partie notamment du cercle Bourbaki. Et aussi étonnant que ça puisse paraître quand on connaît bien les écrits de Simone Veil, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du génie. C'est qu'elle se trouvait absolument inférieure, évidemment, puisqu'elle avait un frère qui lui aussi était un génie, il a reçu d'ailleurs la médaille Fields en 1925. Elle rentre à Henri IV, où elle reçoit l'enseignement du philosophe Alain, qui lui transmet en fait essentiellement Descartes. C'est-à-dire que par Alain, elle accède à Descartes. Et très jeune, elle écrit pour une revue que Alain tient à ce moment-là, qui est la revue Libre Propos, et dans lequel elle va écrire notamment deux articles qui contiennent en partie le sens plutôt de son engagement philosophique, l'important sur le temps et l'autre portant sur l'imagination. Alors, et vous allez voir en fait que ces deux thèmes sont absolument prégnants dans la philosophie de Simone Veil. Et ils sont prégnants parce que justement, par rapport à ce que je disais au tout début, ils contiennent à la fois quand on pense le temps, on ne peut pas penser le temps sans penser l'existence en fait, voilà. Et chez Simone Veil, c'est simple, le problème du temps, c'est qu'on est dans le temps. Hein, c'est le problème de l'existence, c'est le déroulement du temps. Et donc penser le temps, c'est penser l'action, c'est penser la pensée aussi. C'est comment en fait, comment faire de la philosophie sans penser au temps. Donc, évidemment, elle va commencer par là. Et puis lorsqu'elle évoque la question de l'imagination, elle passe, alors je fais vite fait sur ces petits articles parce qu'ils me semblent assez fondamentaux, elle passe d'abord beaucoup de temps à relire Descartes, et ce qui lui plaît par-dessus tout chez Descartes, c'est que Descartes considère que l'accès au vrai passe par l'erreur, que l'erreur est première. En fait, il ne le dit pas comme ça du tout, Descartes. Hein. Simone Veil a un esprit très synthétique. L'erreur est première au sens où il faut que toute la philosophie, en fait, consiste à être capable ou pas, le plus souvent pas, elle dira, de se séparer du monde. C'est-à-dire de faire la différence entre ce que moi, je projette et ce qui est de l'ordre du réel. Et en fait, ça peut sembler... Et c'est pas du tout un exercice... comment dire, c'est un exercice extrêmement sérieux, puisque de là rend aussi possible une action qui soit juste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon désir, qu'est-ce qui est de l'ordre de mon imagination, qu'est-ce qui est de l'ordre, en fait, de la réalité, aussi, du coup. Et donc, elle écrit un texte qui parle du monde de Proté. Et puis, dedans, elle a une image qui est assez facile, en fait, assez simple à retenir et que je trouve très bien. En fait, elle dit, voilà, en fait, le monde, au départ, c'est un peu, il faut le prendre un peu à l'image au niveau de l'enfant. D'ailleurs, ce que disait Descartes aussi, hein, nous avons tous été enfants avant que d'être hommes. Sous-entendu, nous avons tous eu un rapport complètement imaginaire au monde, et voilà, c'est comme ça. Et donc, il faut partir de ces images. Et donc, précisément, elle donne l'image du petit enfant qui est dans sa chambre et qui a très très peur parce qu'il voit des formes absolument terrifiantes. Et donc, il s'aperçoit que... Donc, il hurle, évidemment, et puis un adulte arrive, allume la lumière, et bien sûr, il s'aperçoit que c'est sa couverture. Et elle dit, il ne faudrait pas imaginer que ces formes terrifiantes n'existaient pas. À un moment donné, le monde fut effectivement terrifiant. Puis, quelqu'un est arrivé à allumer la lumière, en quelque sorte, et les choses se sont remises en ordre, et l'enfant a pu retrouver sa place dans cet ordre. Et en fait, tout le travail de la pensée, ce serait de réussir à la fois partir du principe que de toute façon, au départ, on est dans l'erreur. Au départ, il y a ces possibilités d'avoir un monde potentiellement terrifiant. Et puis de chercher à déconstruire ces images sans les nier pour arriver au réel. Et bon, pour ce faire, il faut donc s'y frotter au réel. En 1931, elle passe l'agrégation, mais déjà, elle est engagée, à la LDH, puisqu'elle adhère à la Ligue des droits de l'homme en 1929. Et puis, dès qu'elle est sitôt agrégée, en fait, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va s'inscrire au syndicat, elle va s'inscrire à la CGT des instituteurs,
et ce qui va lui causer, en fait, ce qui fait qu'elle va avoir une très mauvaise réputation parmi ses collègues. Elle est déjà quand même, elle a déjà un petit cercle d'amis, d'intellectuels parisiens, elle est déjà bien reconnue, mais personne ne comprend ce rapport qu'elle a comme ça au monde réel, comme elle le dit. Et elle, en l'occurrence, c'est tout ce qui l'intéresse. Et puis les choses vont se précipiter très vite, puisque nous sommes déjà en 1931 pour Simone Veil, il ne lui reste pas beaucoup d'années à vivre. Et les années de 32 à 36 vont être absolument fondamentales pour elle, puisque en 1932, elle va décider de partir en Allemagne. Alors elle est prof, donc elle allonge ses congés, je ne sais plus exactement comment elle se débrouille, mais elle y reste à peu près 3 mois. Partir en Allemagne parce qu'au départ, elle fait partie du syndicat plus ou moins affilié, plus ou moins, parce qu'elle n'a jamais été au Parti communiste, mais plus ou moins. Et puis, comme tout intellectuel de son époque, elle croit beaucoup, quand même encore, malgré tout, au Parti communiste. Et notamment, elle admire beaucoup Rosa Luxembourg. Il y a un mouvement quand même auquel elle adhère. Et arrivée en Allemagne, elle fait une très très longue enquête, elle fait de nombreux articles pour une revue qui s'appelle La Révolution prolétarienne, et où là elle est obligée de dire que en fait c'est la catastrophe, puisqu'elle s'aperçoit que le parti communiste est absolument affilié au parti communiste russe, et que du coup en fait il ne s'agit plus du tout de défendre la condition des ouvriers. Alors évidemment elle le dit parce qu'elle a un aplomb absolument phénoménal, donc elle le dit, elle l'écrit, etc., elle est publiée, ce qui ne lui vaut pas d'être aimée de moins en moins, notamment Trotsky vient dîner chez elle et il la traite de tout. Lui-même, Trotsky, aurait pu quand même se poser 2-3 questions, demeure absolument persuadé qu'effectivement, il faut continuer à croire au parti. Simone Veil, voilà, ce qui la singularise aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu, il n'y a pas de possibilité, c'est une antinomie philosophique très profonde entre l'adhésion à un parti politique, l'adhésion à une église, contrairement à ce qu'on a dit parfois, elle n'a jamais été baptisée par exemple, ou l'adhésion à quoi que ce soit, tout en étant extraordinairement militante, engagée, mais jamais partisane. C'est une contradiction absolue pour elle. Donc elle est toujours un peu sur le fil en fait. Donc 1932, l'Allemagne. 1934, l'usine. Puisque là, par contre, elle décide que ce n'est pas suffisant d'aller voir comment militent les partisans. Il faut aussi tâcher de se rendre compte réellement de ce que c'est que la vie d'usine. Donc c'est très compliqué parce que Simone Veil, évidemment, est professeure. De surcroît, elle a vraiment un physique... Elle est très chétive. Elle est très souvent malade, etc. Donc quand se faire embaucher comme ça à l'usine, c'était impossible. Surtout qu'à l'époque, en fait, en 1934, il faut un certificat de travail. Et donc, en fait, elle passe par son ami Boris Souvarine qui lui ouvre les portes d'Alstom. Et elle arrive à se faire embaucher et avoir un certificat de travail. Et ensuite, elle va comme ça pouvoir travailler chez Renault, chez Alstom pendant 1 an. Donc pendant 1 an, elle a uniquement une vie ouvrière, en sachant que de toute façon, elle ne peut pas s'empêcher de faire de la philosophie, donc elle en fait évidemment. Et notamment, elle écrit un journal d'usine qui est extrêmement précieux, puisqu'elle écrit, parce qu'elle fait œuvre de philosophie. Elle n'est pas simplement rien à voir en fait avec, je le précise parce que parfois on pourrait rien à voir avec par exemple ce qui s'est passé dans les années 70, notamment en France, avec le mouvement des établis. Enfin, rien à voir, oui et non. Hein. Rien à voir au sens où ce n'est pas le même objet. Pour Simone Veil, il s'agit de comprendre ce qui se passe à l'usine, c'est-à-dire de comprendre philosophiquement ce qui s'y passe, autrement dit comment on y traite les hommes, qu'est-ce que l'usine, qu'est-ce que le fait de traiter les hommes comme ça a comme sens du point de vue de la civilisation, du point de vue de l'époque, du point de vue, pas simplement du point de vue syndical, économique, etc. Voilà. Donc, elle assiste là-dessus par rapport à l'usine, je reviendrai là-dessus de toute façon. Donc, elle obéit à ce moment-là à une nécessité intérieure, et il s'agit toujours, en fait, pour elle, d'obéir à ce qu'elle appelle cette nécessité intérieure, c'est-à-dire de s'exposer. Et là, elle va être très claire en 1936, alors elle s'engage, là, elle part en Espagne, évidemment, pour combattre le franquisme. Après maintes et maintes réflexions, écrits, etc., que vous pouvez d'ailleurs lire, qui sont très beaux, où elle passe d'un pacifisme, du pacifisme le plus forcené à il faut s'engager, quoi. Et à sa grande tristesse, en fait, forcément, elle s'engage du côté
du POUM. Et là, elle s'aperçoit qu'en fait, les anarchistes espagnols, c'est pareil, pendant la guerre, en fait, la guerre fait que les hommes se transforment et que finalement c'est très compliqué, décidément, c'est très compliqué de résister à la force, c'est très compliqué de résister à la passion de la violence, c'est très compliqué de rester juste en temps de guerre. Or c'est la guerre. Et notamment, elle écrit une lettre à Georges Bernanos qui, lui, avait tout pour aller du côté des franquistes, et qui, justement, lui, est un petit peu dans le même problème que Simone Veil, mais à l'inverse, c'est pas des anarchistes qui déçus, c'est des franquistes, parce qu'ils s'aperçoivent de la même façon qu'ils maltraitent leurs prisonniers, etc. Et cette lettre à Bernanos, en fait, c'est une lettre dans laquelle, notamment, elle va dire ne pas se trouver de côté de ceux qui se trouvent à l'arrière. C'est comme une maxime de sa vie, finalement. Et Bernanos, mort bien plus tard, mais en fait, on va retrouver dans sa veste une lettre qui sera celle de Simone Veil. C'est dire si ça faisait écho à ce que lui-même avait pu vivre en Espagne. Alors, je vais plus vite ensuite. Donc, de 1937 à 1940, Simone Veil continue toute forme d'engagement syndicaux. Elle continue notamment à écrire énormément sur l'hitlérisme. Elle parle assez vite, assez rapidement de régime totalitaire pour dépeindre ce qui se passe en Allemagne. Et en même temps s'opère une conversion spirituelle. C'est-à-dire que pendant cette période-là, en fait, d'abord, elle va être de plus en plus malade. Et pendant cette période-là, en fait, il y a tout un mouvement de la pensée beaucoup plus mystique, tourné sur la question du christianisme, sur l'idée de la grâce, qui va être extrêmement importante chez elle, et notamment sur la notion de décréation. Ça, c'est vraiment un concept capital chez Simone Veil. La décréation dont elle dira qu'en fait, il faut toujours... en fait, la subtilité de l'existence humaine, c'est se décréer sans se détruire. Puisque décréer, c'est ce qui va permettre justement au réel d'apparaître. De 1940 à 1943, donc là, elle est juive, Simone Veil, donc forcément, elle ne peut plus enseigner. Et donc, elle doit, avec ses parents, quitter Marseille. Son frère est déjà en Suède. Quitter Paris, pardon. Elle va à Marseille. À Marseille, elle fait de la résistance avec des témoignages chrétiens, les Cahiers du Sud aussi. Enfin, ce qui la dérange beaucoup, c'est qu'il y a ses deux parents et qu'elle a sa nièce aussi en charge et qu'elle ne veut pas... Donc, en fait, elle accepte... elle ne veut pas les exposer, elle veut s'exposer, elle, mais pas exposer cette famille. Donc, en fait, elle va à Alger, puis à New York. Mais ça se passe... ça lui crève le cœur, oui, complètement, de ne pas être en Europe à ce moment-là. Donc, elle fait des pieds et des mains pour rejoindre Londres. Notamment, elle connaît beaucoup Robert Schuman, qui l'admire beaucoup, donc il l'a fait venir à Londres. Et donc, elle participe au Conseil national de la résistance, pour lequel elle va écrire un très grand texte qui s'appelle L'Enracinement, et qui est un plaidoyer pour une civilisation nouvelle, où notamment elle définit les différentes conditions grâce auxquelles une société lui semblerait être susceptible de respecter la personne. Voilà. Et elle meurt en 1943 à Londres, dans des conditions extraordinairement mystérieuses. On ne sait pas trop, parce qu'elle avait la tuberculose, effectivement, mais en fait, elle aurait pu en guérir. Et le soupçon, on a toujours soupçonné Simone Veil de s'être laissée un peu mourir, en fait. Notamment, elle a refusé de s'alimenter, mais elle ne mangeait pas beaucoup de toute façon. Alors voilà, beaucoup disent qu'elle est morte de chagrin, pour finir. Alors de son vivant, il n'y a eu aucun ouvrage de Simone Veil qui a été publié, puisque sa mère en fait a tout gardé. Et par contre, des articles par centaines, mais aucun ouvrage. Et donc il a fallu attendre 1981 pour que les œuvres complètes de Simone Veil commencent à être réellement prises en main par Gallimard, et qu'il y a un vrai travail scientifique qui se fasse. Donc, à l'exception d'Albert Camus, qui a fait publier en 1951 La condition ouvrière, en vraiment tâchant donc en partenariat avec la mère de Simone Veil, les autres écrits, notamment La pesanteur et la grâce, qui ont été beaucoup lus, en fait, correspondent pas. Enfin, ce sont des textes de Simone Veil, mais c'est des choses qui ont été mises ensemble de manière par Gustave Thibon, par des gens, mais qui ne correspondent pas vraiment. Donc voilà, en fait, en 2010, le travail de Gallimard était achevé. Maintenant, les œuvres sont publiées. Alors, j'ai été un peu longue sur ma biographie, évidemment. Donc voilà, moi, ce qui est le plus intéressant pour moi, enfin, ce qui m'intéresse le plus, c'est cette question de contact avec le réel,
puisque je pense que c'est vraiment ce qui caractérise son cheminement philosophique. Et comme je le disais, en fait, le fait de définir la vérité comme l'éclat de la réalité. Et tout en comprenant bien que donc il s'agit bien pour Simone Veil d'être engagée, mais sans être partisane. D'ailleurs, toute la difficulté de l'intelligence, toute la difficulté de la pensée, ce sera de chercher d'abord un objet, un lieu où se tient le réel. Je m'explique. C'est-à-dire que Simone Veil va dire très jeune, on ne peut pas philosopher à l'université, c'est pas possible. Parce qu'il n'y a rien à penser. Alors là-dessus, elle s'inspire notamment de la phénoménologie allemande, notamment de Husserl, de Merleau-Ponty un petit peu aussi, finalement, c'est que toute philosophie, toute pensée est pensée de quelque chose. Et donc, il faut un objet pour penser. Il faut trouver le bon lieu. Il faut trouver, déjà c'est assez difficile, il faut élire le lieu où se trouve le réel. D'où le choix de l'Allemagne, d'où le choix de l'usine, d'où le choix de l'Espagne, d'où cette nécessité donc de se mettre au lieu, alors pas n'importe quel lieu, le lieu susceptible de contenir l'essence de l'époque. C'est-à-dire que Simone Veil, c'est vraiment sa philosophie, c'est une philosophie du temps, comme je disais, une philosophie en fait qui implique de chercher à penser son temps. Et pour penser son temps, il y a forcément un paradoxe, c'est qu'il y a aussi forcément une distance par rapport à l'actualité. Qu'est-ce qui, dans l'époque, va résister à l'actualité? Qu'est-ce qui va faire sens? Qu'est-ce qui va pouvoir me permettre de la dire? Et si j'arrive à dire mon époque, il y a des chances pour que j'arrive à dire quelque chose qui résiste aussi à cette époque-là, puisque précisément, je ne dirais pas simplement l'actualité. Donc j'arriverai à dire quelque chose qui est essentiel. Et donc, par exemple, quand elle va à l'usine, il ne s'agit pas pour elle de parler simplement de la condition en 1934 des ouvriers, qui est absolument misérable, mais de comprendre cette organisation du travail, ce qu'elle signifie par-delà ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle peut signifier? Et moi, je pense aujourd'hui encore pour nous. Et puis, il faut savoir lire, nous dira-t-elle. Il faut savoir lire le réel. Donc là, il y a deux concepts, du coup, qui vont être un petit peu importants aussi. Moi, je trouve très important. C'est celui de lucidité chez Simone Veil et celui de lecture. Alors, lucidité d'abord, puisque alors, Simone Veil, tout en admirant beaucoup Descartes, est imprégnée de partout de Spinoza. En fait, voilà. Et notamment dans son premier écrit de 1934, son premier long écrit, Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale, où elle fait un peu le bilan de sa perception du réel à ce moment-là social, justement. En fait, elle met une phrase en exergue, une phrase de Spinoza tirée du traité de l'autorité politique, et qui est la suivante: en ce qui concerne les choses humaines, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas s'indigner, mais comprendre. Et voilà, j'insiste, puisque, par exemple, on nous invite, on peut s'indigner, effectivement. On peut s'indigner, mais en fait, non, il faut surtout comprendre. Alors, pourquoi elle dit ça? À la suite de Spinoza, donc, elle dit ça parce que elle, son idée principale, c'est que finalement, rien au monde ne peut nous empêcher d'être lucides. Autrement dit, on peut nous empêcher d'agir, on peut réduire notre capacité, on peut nous réduire au maximum en termes de capacité d'action. D'ailleurs, elle va parler de modificabilité de l'homme, c'est-à-dire que effectivement, nous sommes dépendants en partie de notre milieu. Là aussi, elle doit beaucoup à Marx d'ailleurs là-dessus. Mais il n'en demeure pas moins que comprendre, on doit pouvoir s'y efforcer de comprendre. C'est-à-dire que finalement, et c'est super important parce que finalement, si je ne comprends pas, j'ai aucune possibilité d'agir, évidemment, puisque finalement, je vais confondre aussi. Si je ne comprends pas, je ne peux même pas savoir exactement ce que je veux. Donc elle dit, voilà, c'est la catastrophe. Effectivement, nous sommes en 1934, elle est bien placée pour le savoir. Mais voilà, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est chercher à être au maximum lucide. Et en fait, ça semble rien. Mais en fait, en réalité, il semble bien que ce dont les gens ont manqué de manière extraordinairement évidente, les gens, mais j'aurais sans doute été un Jean, donc je ne dis pas ça du tout avec mépris, c'est cette lucidité. Et c'est extrêmement difficile, en fait, ça semble facile, mais c'est extrêmement difficile. Et du coup, elle dit, voilà, donc l'exercice de la lucidité, ça suppose de savoir lire, d'où l'idée de lecture. Donc, ça veut dire, savoir lire, ça veut dire savoir distinguer
l'être et l'apparence, en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le problème, c'est que c'est tout le temps confondu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est-à-dire que c'est pas facile à distinguer. Alors juste pour être plus simple, je vais vous lire un petit passage tout petit où elle explique ce que c'est que cette notion de lecture, qui n'est pas dans le texte que je vous ai distribué, évidemment. Il n'y a pas une apparence et une interprétation, nous dit-elle, ça serait facile. Je serais tranquille, il y aurait d'un côté l'apparence, puis moi qui interprète. Non. Et voilà comment elle le dit. Si le soir, dans un chemin solitaire, je crois voir au lieu d'un arbre un homme embusqué. Bon, moi, ça m'arrive souvent. Une présence humaine et menaçante s'impose à moi. Et comme dans le cas de la lettre, parce qu'elle fait référence à une lettre avant, me fait frémir avant même que je sache de quoi il s'agit. Je m'approche et soudain tout est autre. Je ne frémis plus. Je lis un arbre et non un homme. Il n'y a pas une apparence et une interprétation, comme le disait. Une présence humaine avait pénétré par mes yeux jusqu'à mon âme, et maintenant, soudain, la présence d'un arbre. Si je hais quelqu'un, il n'y a pas lui d'un côté et ma haine de l'autre. Quand il s'avance vers moi, c'est de l'odieux qui s'avance vers moi. Donc c'est pour, j'essaye comme ça de vous faire comprendre ce qu'elle entend par cette confusion entre l'être et l'apparence. Et lire, ça va être faire en sorte de toujours se défier de nos impressions. Or, si on était tout seul, ce serait fantastique, enfin ce serait pas fantastique, mais de toute façon, on n'est pas tout seul. Donc on vit dans une société, ce dont Simone Veil a énormément conscience, et du coup, la société, le lieu dans lequel on vit, notre famille, nos amis, mais aussi l'État, bien sûr, eh bien, tout ceci influence sur notre capacité ou pas à lire le réel. Et donc, un peu plus loin dans ce petit texte, elle nous dit « L'action sur moi-même, l'action sur autrui consiste à transformer les significations. » Par exemple, là, elle a transformé la signification, on est passé d'un violeur récidiviste à un arbre. Un homme, un chef d'État déclare la guerre et des significations nouvelles surgissent autour de chacun parmi 40 millions d'hommes. L'art d'un chef d'armée est d'amener les soldats ennemis à lire dans les apparences la fuite, de sorte que l'idée de tenir perd toute substance, toute efficacité. Il peut y parvenir, par exemple, par le stratagème, la surprise, l'emploi d'armes nouvelles. La guerre, la politique, l'éloquence, l'art, l'enseignement, toute action sur autrui consiste essentiellement à changer ce que les hommes lisent. Autrement dit, cette notion de lecture possède évidemment, peut-être même principalement, une dimension aussi pratique, sociale, politique. C'est-à-dire que là aussi, finalement, être lucide, c'est de l'ordre de ma responsabilité en tant qu'intellectuel, je fais comme si j'étais Simone Veil, mais c'est aussi plus ou moins facile en fonction de la société dans laquelle je suis. Et notamment, à l'usine, c'est presque impossible, parce qu'on dira que l'usine, c'est un ensemble d'hommes, donc une société. Parce qu'il va falloir essayer de se défier justement de tout ce qui va favoriser, au contraire, eh bien, le premier effet que je vais avoir, moi. C'est-à-dire, par exemple, je vais d'abord avoir peur. Si je vois quelqu'un dont on me dit qu'il est ennemi, etc., ça va produire chez moi des émotions. Soit mon environnement me permet, par exemple, de me défaire de ces émotions, soit au contraire, il va les entretenir. Notamment, ce sont tous les effets du prestige, par exemple. De nos jours, ce n'est pas seulement dans les magasins, les marchés, les échanges, que les produits du travail entrent seuls en ligne de compte, et non les travaux qui les ont suscités. Dans les usines modernes, il en est de même, du moins au niveau de l'ouvrier. La coopération, la compréhension, l'appréciation mutuelle dans le travail y sont le monopole des sphères supérieures. Au niveau de l'ouvrier, les rapports établis entre les différents postes, les différentes fonctions, sont des rapports entre les choses et non entre les hommes. Les pièces circulent, avec leurs fiches, l'indication du nom, de la forme, de la matière première. On pourrait presque croire que ce sont elles qui sont des personnes, et les ouvriers qui sont des pièces interchangeables. Elles ont un état civil. Et quand il faut, comme c'est le cas dans quelques grandes usines, montrer en entrant une carte d'identité où on se trouve photographié avec un numéro sur la poitrine, comme un forçat, le contraste est un symbole poignant et qui fait mal. Les choses jouent le rôle des hommes, les hommes jouent le rôle des choses, c'est la racine du mal.
Il y a beaucoup de situations différentes dans une usine. L'ajusteur qui, dans un atelier d'outillage, fabrique par exemple des matrices de presse, merveille d'ingéniosité, longues à façonner, toujours différentes, celui-là ne perd rien en entrant dans l'usine. Mais ce cas est rare. Nombreux au contraire dans les grandes usines et même dans beaucoup de petites sont ceux ou celles qui exécutent à toute allure par ordre 5 ou 6 gestes simples indéfiniment répétés, 1 par seconde environ, sans autorépit que quelques courses anxieuses pour chercher une caisse, un régleur, d'autres pièces, jusqu'à la seconde précise où le chef vient en quelque sorte les prendre comme des objets pour les mettre devant une autre machine. Ils y resteront jusqu'à ce qu'on les mette ailleurs. Ceux-là sont des choses autant qu'un être humain peut l'être, mais des choses qui n'ont pas licence de perdre conscience, puisqu'il faut toujours pouvoir faire face à l'imprévu. La succession de leurs gestes n'est pas désignée dans le langage de l'usine par le mot de rythme, mais par celui de cadence. Et c'est juste, car cette succession est le contraire d'un rythme. Toutes les suites de mouvements qui participent au beau et s'accomplissent sans dégrader enferment des instants d'arrêt, brefs comme l'éclair, qui constituent le secret du rythme et donnent au spectateur, à travers même l'extrême rapidité, l'impression de la lenteur. Le coureur à pied, au moment qu'il dépasse un record mondial, semble glisser lentement, tandis qu'on voit les coureurs médiocres se hâter loin derrière lui. Plus un paysan fauche vite et bien, plus ceux qui le regardent sentent que, comme on dit si justement, il prend tout son temps. Au contraire, le spectacle de manœuvre sur machine est presque toujours celui d'une précipitation misérable, d'où toute grâce et toute dignité sont absentes. Il est naturel à l'homme et il lui convient de s'arrêter quand il a fait quelque chose, fût-ce l'espace d'un éclair, pour en prendre conscience, comme Dieu dans la Genèse. Cet éclair de pensée, d'immobilité et d'équilibre, c'est ce qu'il faut apprendre à supprimer entièrement dans l'usine quand on y travaille. Les manœuvres sur machine n'atteignent la cadence exigée que si les gestes d'une seconde se succèdent d'une manière ininterrompue et presque comme le tic-tac d'une horloge, sans rien qui marque jamais que quelque chose est fini et qu'autre chose commence. Ce tic-tac dont on ne peut supporter d'écouter longtemps la morne monotonie, eux doivent presque la reproduire avec leur corps. Cet enchaînement ininterrompu tend à plonger dans une espèce de sommeil, mais il faut le supporter sans dormir. Ce n'est pas seulement un supplice, ce n'est pas seulement un supplice, s'il n'en résultait que de la souffrance, le mal serait moindre qu'il n'est. Toute action humaine exige un mobile qui fournisse l'énergie nécessaire pour l'accomplir, et elle est bonne ou mauvaise selon que le mobile est élevé ou bas. Pour se plier à la passivité épuisante qu'exige l'usine, il faut chercher des mobiles en soi-même, car il n'y a pas de fouet, pas de chaîne. Des fouets, des chaînes rendraient peut-être la transformation plus facile. Les conditions mêmes du travail empêchent que puissent intervenir d'autres mobiles que la crainte des réprimandes et du renvoi, le désir avide d'accumuler des sous, et dans une certaine mesure le goût des records de vitesse. Tout concourt pour appeler ces mobiles à la pensée et les transformer en obsession. Il n'est jamais fait appel à rien de plus élevé. D'ailleurs, ils doivent devenir obsédants pour être assez efficaces. En même temps que ces mobiles occupent l'âme, la pensée se rétracte sur un point du temps pour éviter la souffrance et la conscience s'éteint autant que les nécessités du travail le permettent. Une force presque irrésistible comparable à la pesanteur empêche alors de sentir la présence d'autres êtres humains, qui peinent eux aussi tout près. Il est presque impossible de ne pas devenir indifférent et brutal, comme le système dans lequel on est pris. Et réciproquement, la brutalité du système est reflétée et rendue sensible par les gestes, les regards, les paroles de ceux qu'on a autour de soi. Après une journée ainsi passée, un ouvrier n'a qu'une plainte qui ne parvient pas aux oreilles des hommes étrangers à cette condition et ne leur dirait rien si elle y parvenait. Il a trouvé le temps long. Et dans ce texte, en fait, se dessine tout au long une opposition entre ce qui serait un travailleur, au sens de Simone Veil, c'est-à-dire quelqu'un qui confronte sa pensée au réel, qui tâche de la mettre en ordre, et qui par là même exprime sa liberté et sa pensée, et un ouvrier, ou pas forcément un ouvrier d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce texte est intéressant, qui serait que le produit de l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans certaines conditions, d'où cette idée de modificabilité chez elle, qu'elle reprendra après, dans certaines conditions, en fait, la pensée elle-même se rétracte. Et du coup, finalement, le rapport aux autres aussi se rétracte. Et donc, ce qui est très très important, en fait, c'est ce qu'elle dit au centre de ce texte. Donc, elle s'adresse à des ouvriers, elle tâche d'être incisive. Et c'est qu'elle dit, finalement, il y a quand même quelque chose de terrible, ce qu'elle appelle la racine du mal, c'est que les hommes deviennent des choses et les choses deviennent des hommes.
il y a une inversion entre les choses et les hommes. Alors, inversion technique, pratique, elle l'explique très bien, voilà ce qui se passe à l'usine. De toute façon, à l'époque, effectivement, il y a un matricule, donc l'ouvrier a son matricule, il est identifié en tant que matricule, et de par non pas ses compétences, parce que là déjà ce serait bien, mais de par la place qu'il va occuper. Hein, une place qui est complètement interchangeable en fonction du flux, des pièces, etc. Donc il y a cette espèce d'anonymat total qui fait que l'individu va se trouver parmi d'autres, en fait, complètement déconsidéré. Et donc, c'est pourquoi, non, déconsidéré au sens où, de toute façon, il n'est pas question de considérer l'humanité ou de considérer la pensée. Il est question, en fait, effectivement, de placer des individus susceptibles, par leurs gestes répétés, même pas par leur travail, d'effectuer, d'être le plus efficace possible. C'est le travail à l'échelle. Il y a du coup dans ce texte aussi une distinction que moi je trouve très intéressante, très importante, entre ce qu'elle appelle la cadence et ce qu'elle appelle le rythme. Puisque dans le rythme, il y a effectivement l'idée que je vais m'approprier quelque chose qui m'est imposé. Par exemple, elle prend l'exemple du coureur, du sportif, forcément, il doit s'entraîner, il a un résultat à obtenir, etc. Mais il court, et des fois c'est dur, mais c'est lui qui donne à son corps. C'est lui qui est dans son... Enfin, il est dans son corps, voilà. Il y a cet individu dans son corps, ce qui fait que quand on regarde de l'extérieur, effectivement, on a le sentiment que c'est facile, puisqu'il est le maître, finalement, ou quasiment, à bord. En tout cas, il tâche. En tout cas, il tâche de faire en sorte de l'être. De même pour le paysan qui fauche, parce que le paysan fauche. Tandis que l'ouvrier, on ne peut pas dire qu'il travaille. La grande idée de Simone Veil, c'est de voir qu'à l'usine, en fait, on ne travaille pas. Et que de quoi souffre l'ouvrier ? C'est de ne pas travailler. Travailler ne signifiant pas, évidemment, avoir un poste. Travailler signifiant pouvoir donner du sens à la matière qu'on me donne à penser. Alors, travailler, ça peut être un travail intellectuel. Hein. De la même façon, elle pourrait dire que des fois, elle trouve que les intellectuels ne travaillent pas non plus. Mais elle leur en veut davantage qu'aux ouvriers. Mais là, en l'occurrence, l'usine rend impossible structurellement le travail. Parce qu'on ne leur demande pas de travailler. On leur demande d'occuper des postes et on leur demande d'abdiquer leur capacité à ordonner le monde. Pourquoi ? Parce que ainsi, ils pourront d'autant plus se soumettre au commandement des chefs. Donc en fait, il y a une distinction, il y a toute une série de nuances en fait. C'est-à-dire que la cadence remplace le rythme, l'ordre du monde que je pourrais comprendre est remplacé par le commandement des chefs. C'est-à-dire qu'on ne me demande pas de comprendre la matière, on ne me demande pas de comprendre ce que je fais, on me demande de supporter le petit chef qui me braille dessus toute la journée. De ne pas le supporter, d'ailleurs, on s'en fout, mais simplement de faire mine de le faire. Et du coup, ce qu'elle va voir à l'usine, et c'est pour ça qu'elle y va, c'est parce qu'elle y saisit en fait l'humiliation de l'homme. Elle y saisit pas simplement le fait que les hommes sont mal payés, ils le sont, ou qu'ils n'ont pas de congés payés, ils n'en ont pas. Et elle est très contente en 1936, elle participe évidemment à ce grand mouvement.